France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble en cette semaine encore très diplomatique où l'Europe regarde toujours vers le Moyen-Orient mais aussi beaucoup vers son front Est. Et nous partons pour cela en direction de la capitale de la Croatie. Nous allons rejoindre Andrej Plenković, le Premier ministre. Alors il est du parti HDZ qui siège au sein de la droite du Parti populaire européen en Europe. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Je rappelle que vous dirigez ce pays des Balkans de moins de 4 millions d'habitants, entré dans l'Union européenne en 2013 et dans la zone euro en 2023. Parlons un petit peu d'une tournée européenne d'Ursula von der Leyen du côté des Balkans occidentaux, très symbolique bien sûr puisqu'elle va visiter les 6 pays qui sont candidats à nous rejoindre, 18 millions d'habitants, pour lutter contre les influences qui se développent de la Chine et de la Russie dans les Balkans. L'Union européenne a mis 6 milliards d'euros sur la table. Est-ce que vous avez l'impression que les Européens reprennent goût à l'élargissement ? Je dirais que c'est tout à fait bien que Madame Présidente de la Commission a organisé cette visite. Je dirais la visite traditionnelle qu'elle a déjà conduite il y a quelques années vis-à-vis tous les dirigeants dans les pays de l'Europe sud-est, tous les voisins de la Croatie. Alors, c'est-à-dire les 6 pays qui ne sont pas dans l'Union aujourd'hui, mais ils sont entre la Croatie et la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce. Et je crois que le signal, c'est que cette visite est organisée au début de son deuxième mandat à la tête de la Commission et avant la publication de rapports sur l'élargissement et le progrès que tous les 6 pays ont fait. Je crois que le paquet financier pour les Balkans occidentaux, c'est un paquet important. Le financement d'infrastructures, le financement des projets dans le domaine de l'énergie, le financement de tous les projets qui peuvent mieux lier les pays de la région et les pays de la région avec l'Union européenne sont toujours soutenus aussi par la Croatie. Nous étions tous ensemble il y a quelques jours à Berlin où il y avait le 10e anniversaire du processus de Berlin. Oui, mais j'ai envie de dire quand même, géopolitiquement, vous n'êtes pas tout à fait alignés parce que la Serbie s'était bien placée sur le chemin de l'élargissement, mais Belgrade n'a jamais appliqué les sanctions contre Moscou et encore récemment, effectivement, son président serbe, Aleksandar Vučić, a remercié Vladimir Poutine d'avoir assuré les livraisons de gaz cet hiver. Est-ce que désormais c'est un pays candidat problématique ? Je dirais que tous les pays de la région doivent remplir les critères. Il faut que le processus soit traité par les mérites propres, y compris pour la Serbie. Et je crois que l'idée qui était d'aligner la politique étrangère et de la sécurité de la Serbie avec l'Union européenne est toujours une question ouverte. Tous les autres pays de la région, plus ou moins, s'alignent 95 ou 100% même avec la ligne qui est prise de 27. Mais la Serbie, je crois que là-bas, le pourcentage est autour de 50-60% maximum. Et on voit qu'il y a cette approche qui est approche multivecteur, un peu avec Bruxelles, un peu avec Paris, un peu avec Berlin, mais aussi avec Moscou ou avec Pékin. Alors c'est ça qui est très connu pour tout le monde et il faut, si la Serbie véritablement est déterminée de joindre l'Union européenne, il faut le montrer. Il faut le montrer dans tous les domaines de la politique, y compris la politique étrangère et de la sécurité. Alors, autre pays que vous savez très déterminé à rejoindre l'Union européenne, l'Ukraine, bien sûr. Et là, les députés européens viennent d'approuver un prêt qui peut aller jusqu'à 35 milliards prélevés sur les avoirs russes. Bruxelles propose de renouveler les sanctions sur ces avoirs gelés pour une période de 3 ans. Et là, c'est toujours Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui s'oppose. On a l'impression que ce veto hongrois est insurmontable et freine beaucoup, finalement, les Ukrainiens. Oui, on a eu cette histoire déjà au début de l'année où nous avons dédié 60 milliards d'euros nouveaux, 50 milliards pour l'aide
économique et financière à l'Ukraine. Il fallait deux réunions de Conseil européen et le deuxième qui était fin janvier où finalement il y avait un compromis qui était acceptable pour la Hongrie qui n'a pas été contre, si disons, cette décision. Alors ça se répète toujours. Là, c'est une position que je crois, c'est pas seulement la ligne de la Hongrie pour dire ok, nous sommes pour la paix. Est-ce que nous, les autres, on n'est pas pour la paix? On est pour la paix aussi, mais on est aussi pour aider les victimes de l'agression russe, les victimes d'une invasion russe, le pays où il y avait des milliers de morts, où il y a une destruction énorme de l'infrastructure, pas seulement critique, mais aussi de toutes les villes et tellement de dégâts et de morts de civils, où il faut dire clairement, la Russie, c'est le pays qui a violé le droit international et il faut aider. La Croatie comprend l'Ukraine parce que nous étions aussi la victime de l'agression de la politique des grands Serbie de Milosevic il y a 35 ans et c'est pour ça que les réflexes de mon gouvernement étaient toujours d'aider l'Ukraine d'une manière politique, économique, financière, mais aussi militaire. Vous rappeliez évidemment la guerre des Balkans dans les années 90. Alors, pays voisin de l'Ukraine, la Moldavie, après une victoire étriquée du oui au référendum sur l'Union européenne, Maia Sandu n'est pas sûre de l'emporter à l'élection présidentielle. Elle s'apprête à une âpre bataille pour le 3 novembre face à Alexandru Stoyanoglu, le candidat soutenu par les socialistes pro-russes. On voudrait avoir votre opinion sur ce qui se passe en ce moment en Moldavie. Le référendum était très étroit, alors il s'agit d'une public, une nation divisée, polarisée, où il y avait sans doute beaucoup d'influence dans ce débat avant le référendum et avant les élections. Quelle est l'orientation stratégique du pays? Je crois que Madame Présidente de la Moldavie, Madame Sandu, elle a voulu vraiment voir est-ce que la nation est toujours orientée vers l'Union européenne ou il y a une certaine réserve qui n'est pas vraiment clair. Malheureusement, le résultat montre que le pays est divisé. J'espère qu'elle obtiendra le soutien dans le deuxième tour. Mais cette guerre hybride de l'information, des informations, elle est présente toujours et il faut se battre pour la vérité et pour les faits. Des élections aussi décisives législatives en Géorgie, officiellement candidate à l'entrée dans l'Union européenne, qui subit des manœuvres, des pressions, des intimidations de Moscou. Est-ce qu'on est en train de perdre ce voisinage justement est de l'Union européenne au profit de cette désinformation russe systématique? Est-ce qu'on est assez attentif à ça? Vous vous souvenez que la politique de voisinage et de partenariat de l'Union européenne, au début, il y avait 6 pays. Après un certain temps, on a eu 3 pays qui restaient toujours décidés. Entre-temps, la Biélorussie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ils ont dit « OK, on est bien où on a d'autres priorités ». Maintenant, on voit des difficultés dans la Géorgie et dans la Moldavie. Le seul pays où il y a une détermination très claire, mais qui est malheureusement en guerre, c'est l'Ukraine. Et pour ça, il faut que les forces démocratiques dans tous les deux pays prennent la bataille démocratique électorale d'une manière très déterminée et essayent d'obtenir le soutien de la population. Je crois que c'est pas facile parce qu'il y a des forces qui sont en train de réorienter la direction du pays. Alors en Croatie, vous-même êtes Premier ministre, Monsieur Plenković, depuis 8 ans. Mais 30 ministres ont dû démissionner de vos divers gouvernements suite à des affaires révélées par la presse. Et vous êtes dans une cohabitation d'ailleurs très dure avec le président social-démocrate Zoran Milanović, que vous accusez régulièrement d'être plutôt pro-russe. Sur quelle base? Expliquez-nous. D'abord, moi, je suis déjà Premier ministre 8 ans et j'ai gagné 3 élections de suite parlementaires. La dernière, c'était au 17 avril cette année. Après, on a gagné aussi les élections européennes où moi-même, j'étais le premier dans la liste de mon parti HDZ qui appartient à la famille de Parti populaire européen. On a obtenu 50% des mandats au Parlement européen, c'est-à-dire mieux que tous les autres
parti politique, de notre famille politique. Alors, il y a un grand soutien de ce qu'on fait. Malheureusement, le président de la République, il n'est pas à la même ligne que le gouvernement quand il s'agit de soutien à l'Ukraine et quand il s'agit de condamnation de la Russie en tant que l'agresseur, le pays agresseur dans ce contexte-là, mais aussi de la participation de, par exemple, militaires croates dans la activité de l'OTAN de soutien et de formation pour les militaires ukrainiens qui étaient prises comme la décision pendant le sommet de l'OTAN à Washington où lui-même était le président qui a représenté la Croatie. Il a rien dit il veut là-bas. mettre son veto sur ces missions de formation, effectivement, des soldats ukrainiens. Ouais. Donc, malheureusement, c'est une décision mauvaise et je dis ça publiquement, j'ai expliqué plusieurs fois. Nous devons obtenir 2/3 de vote au Parlement croate. On est en train d'expliquer à l'opposition, il ne faut pas soutenir Milanović parce que c'est pas dans l'intérêt national de la Croatie. Le seul bénéficiaire de cette décision négative serait la politique du Kremlin et de la Russie. C'est pour ça qu'on est en train de demander aussi une explication détaillée, approfondie de côté de l'OTAN. L'Union européenne envisage d'externaliser certaines politiques migratoires. Et d'ailleurs, on a beaucoup pris au dernier sommet, pour exemple, Giorgia Meloni, qui a ouvert en Albanie, pour un coût de 670 millions d'euros, 2 centres donc, de rétention pour les 5 prochaines années. 12 migrants ont dû retourner en Italie après une décision de la justice qui juge qu'on ne les renvoie pas vers des pays sûrs. Et c'est quand même juridiquement très compliqué, ce chemin. On a eu un grand débat sur la demande de Premier ministre polonais, mon ami Donald Tusk, parce qu'on a vu cette politique de militarisation des migrants illégaux qui sont pratiquement poussés vers les frontières de pays de l'Europe centrale, même les pays baltes et la Pologne. Ils sont pas là par hasard. Alors c'est pas facile d'arriver de Asie centrale ou l'Afrique ou le Moyen-Orient et se trouver à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ça c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas entendu. Quand il s'agit de cet exemple, de ce centre exterritorial où il y avait un arrangement entre la première ministre italienne, Madame Giorgia Meloni, et le premier ministre albanais, M. Rama, c'est une tentative. Nous sommes un peu réservés pour voir quelles seront les vraies conséquences. Pour le moment, on voit beaucoup de difficultés, même juridiques et opérationnelles, parce que ce centre n'a pas eu pour l'idée ou comme la finalité politique d'avoir et recevoir les enfants ou les femmes, mais seulement les hommes qui sont matures. Et dans la vie pratique, on voit qu'il y avait déjà, au début de ce processus, des problèmes. Alors, on est un peu réservé. Mais vous allez devoir vous y intéresser évidemment de près parce que dans la nouvelle équipe présentée par Ursula von der Leyen, vous avez la nouvelle commissaire à la Méditerranée. C'est un intitulé qui a été créé et vous avez nommé bien sûr la Croate Dubravka Šuica qui est là pour son 2e mandat. Et elle est bien sûr, Monsieur Plenković, de la même famille politique que vous et d'ailleurs que d'Ursula von der Leyen, le Parti populaire européen. Est-ce que ce portefeuille vous plaît d'abord ? D'abord, je suis très content que Madame von der Leyen a dédié ce portefeuille nouveau dans explication de différents mandat et travail et portefeuille des différents commissaires, c'est-à-dire Méditerranée, à la commissaire croate qui est déjà passé 5 ans à la Commission en tant que vice-présidente responsable pour la démocratie et démographie. Je crois que Dubravka Šuica a fait un bon boulot pendant les dernières 5 ans. Et elle, comme ancienne maire de Dubrovnik, qui était la ville, l'État et la République pour des années, a une grande expérience vis-à-vis de la Méditerranée. La Croatie est un pays méditerranéen, adriatique, et je suis sûr que maintenant elle va prioriser toutes les politiques de l'Union européenne vis-à-vis les pays du nord de l'Afrique et de Méditerranée de l'Est, c'est-à-dire la situation et la crise à Moyen-Orient, y compris la politique migratoire, les crises
humanitaire, politique de transport, politique de développement, politique de la coopération économique. À l'issue d'une conférence de la paix à Paris pour le Liban, donc la France annonce une aide de 100 millions d'euros, l'Union européenne aussi des centaines de millions d'euros sur la table. Mais est-ce que vous jugez que finalement notre Union européenne à 27 se soucie suffisamment du conflit à Gaza et au Liban ? Je crois que oui, c'est un des dossiers sur lequel nous sommes en train de débattre quasi chaque Conseil européen, quasi chaque réunion ministérielle des Affaires étrangères. Et je crois que la conférence qui a eu lieu à Paris, où la Croatie était représentée par notre ministre des Affaires étrangères et européennes, a eu lieu pour aider Liban dans le contexte de la situation qui est là suite à la inclusion de Hezbollah à l'attaque sur Israël après l'attaque de l'année dernière de l'Hamas en Israël. Malheureusement, cette guerre a escalé et il faut que tous les pays de l'Union européenne envoient toujours l'aide humanitaire aux situations de crise où on voit les gens en difficulté. L'élection américaine est très suivie en Europe. Est-ce qu'un deuxième mandat de Trump, que beaucoup redoutent parmi évidemment vos homologues européens, mettrait en danger la cohésion et même la sécurité des Européens selon vous ? Je crois qu'on a déjà passé 4 ans de la cohabitation avec l'administration du président Trump et on a trouvé parfois les situations pour les questions qui étaient ouvertes, qui étaient difficiles. Ce que je suis sûr qu'on va respecter le résultat. Il faut que cette élection, cette fois, par rapport aux dernières fois, donne une image de l'état de droit et le bon fonctionnement de l'institution américaine qui était toujours une inspiration, y compris pour le développement de l'Union européenne. Et j'espère que le résultat sera tel que nous pouvons travailler ensemble comme avant. C'est pas à nous à décider. Je suis sûr que ce partenariat qui existe de manière bilatérale ou dans le contexte de notre alliance de l'OTAN, mettre dans le premier plan ce qui nous lie plus fort que les choses qui nous séparent. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été notre invité pour Ici l'Europe. Alors, nous poursuivons sur ce sujet des élections américaines. Trump ou Harris, quel président sera le plus bénéfique pour les Européens ? C'est un débat tout de suite très vif à Strasbourg entre eurodéputés. Merci de nous rejoindre à Strasbourg, au Parlement européen, pour parler des élections américaines. Elles vont avoir un impact déterminant sur l'Union européenne. Kamala Harris ou Donald Trump, c'est un choix lourd de conséquences pour les Américains, mais aussi pour les Européens. On sait que Donald Trump a une approche plutôt isolationniste des relations internationales et se vante de pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Alors ce serait au détriment des Ukrainiens, estime sa rivale Kamala Harris. On va les écouter. Je pense que si je gagne, nous aurons un accord très équitable et rapide. Il faut que cela cesse. Le président Zelensky veut que cela cesse. Et je suis sûr que le président Poutine veut que ce conflit s'arrête. Nous voulons avoir un accord équitable pour tout le monde. Si Donald Trump était président, il capitulerait. Il contraindrait l'Ukraine à capituler dans son combat contre un agresseur qui viole sa souveraineté. Vladimir Poutine prendrait place à Kiev. Alors les Européens doivent-ils se préparer à des changements dans la politique de défense et l'investissement américain dans l'OTAN ? La relation transatlantique de confiance sera-t-elle resserrée ou au contraire distendue ? Une guerre commerciale est-elle possible ? Et une victoire de Donald Trump favoriserait-elle une montée des droites plus radicales en Europe ? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie de 2 eurodéputés. Javier Moreno-Sanchez, bonjour, député espagnol, membre du groupe des sociodémocrates au Parlement européen du Parti socialiste ouvrier espagnol au pouvoir en Espagne. Et puis on accueille également sur ce plateau Sarah Knafo, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe Europe des Nations Souveraines, alors à l'extrême droite de l'hémicycle du Parlement européen. Et vous êtes membre en France de Reconquête, le parti fondé par Éric Zemmour. Et on précise aussi que vous avez été le 7 octobre invité par Donald Trump aux commémorations des attentats du 7 octobre en Israël et que vous avez suivi cet été des cours au sein du Claremont Institute en Californie. C'est un cercle intellectuel qui
rassemble les réseaux trumpistes. Javier Moreno-Sanchez, je commence par vous. On a entendu Donald Trump et Kamala Harris parler de cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'une potentielle victoire de Trump aux élections américaines, ce serait une défaite pour l'Ukraine ou un moyen d'accéder plus vite à une paix? Alors d'abord, il va y avoir une victoire de Kamala Harris. Et le prochain président des États-Unis sera une présidente, Kamala Harris. Et je pense que c'est une présidente qui est très compétente, qui est vice-présidente du gouvernement américain, qui a une large expérience dans divers domaines. Elle a été procureure de Californie, sénatrice, et surtout qui partage nos valeurs comme sociodémocrates. Accès au logement, accès à l'éducation, droit, égalité homme-femme. Elle défend les collectifs LGTBI. Donc d'abord, ça sera Kamala Harris. Donc on peut parler de Donald Trump, mais ça sera Kamala Harris. Et si jamais c'était Trump, quelles conséquences pour l'Ukraine? Alors pour l'Ukraine, la solution, en une semaine, j'ai fini le conflit. J'ai un peu de peine à le croire. C'est de nouveau un de ces mensonges qui lancent en l'air. C'est une situation très complexe. Nous, l'Union européenne, je vous rappelle qu'on est depuis le début aux côtés de l'Ukraine. D'ailleurs, le parti de Mme Knafo n'a pas voté l'aide microfinancière qu'on a votée hier au Parlement européen. Donc je lui pose la question, vous avec Poutine ou avec l'Ukraine? Alors, parlons de Trump plutôt que de Poutine. Mais ça ouvre beaucoup de sujets. On a parlé des LGBT, du logement. Moi, je n'ai pas entendu parler des nations européennes. Je n'ai pas entendu parler de l'impact pour notre continent. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ensuite, je vais répondre, parce que le sujet de ce débat, c'est l'impact des élections américaines sur le continent européen. Et sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine précisément, pour commencer ce débat. Et sur l'Ukraine précisément. Donc là, on a entendu Mme Kamala Harris nous dire que ce serait une catastrophe pour l'Ukraine. On entend beaucoup de gens de gauche nous dire que l'élection de Trump serait une catastrophe pour l'Ukraine. Régler le problème en 24 heures, c'est ce qu'a déclaré Pleur. Je peux répondre. Oui. Moi, je n'ai pas entendu M. Zelensky nous dire qu'il avait peur de la victoire de Donald Trump. Au contraire, je l'ai entendu répondre à M. Trump qu'il était d'accord pour engager des pourparlers. C'était même la première fois que j'entendais ça de la bouche de M. Zelensky. Alors peut-être que monsieur est plus ukrainien que les Ukrainiens, et peut-être qu'il aime plus l'Ukraine que Zelensky lui-même, auquel cas je vous félicite monsieur, mais alors je n'ai jamais entendu d'inquiétude de la part de monsieur Zelensky. Donc vous pensez que Zelensky serait ravi de... Je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas voté l'aide macro-financière hier. Javier Moreno-Sanchez, est-ce que vous pensez qu'un Volodymyr Zelensky serait plutôt heureux de voir Donald Trump arriver à la Maison-Blanche? On a vu que Donald Trump avait parlé à ses côtés à New York. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il a la solution pour régler ce conflit? Alors, Donald Trump, c'est tout du reality show. C'est tout, je parle, je fais. On a vu, moi j'appelle ça la parenthèse Trump 2016-2020, sa politique. Il s'est retiré de l'OMS, il s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat. On sait ce qu'il va faire. Donc, il va être du côté de Poutine, ça c'est clair. Alors, je demande de nouveau à Mme Knafo, est-ce qu'elle est avec l'Ukraine ou avec Poutine? Parce que Donald Trump, soyons clairs sur ce qui a suité donc, de son staff, a expliqué qu'il voulait la neutralité, entre guillemets, de l'Ukraine, c'est-à-dire son interdiction d'adhérer à l'OTAN. Pour une souverainiste comme vous, Mme Knafo, ça doit être un peu choquant, finalement, qu'on dicte, à l'occasion d'un traité de paix, les choix de politique extérieure à un pays comme l'Ukraine, non? Moi, j'aimerais rappeler une chose. Pour un peu dépolitiser ce débat qui engendre des vies et des morts, c'est que lorsque la Crimée a été envahie par M. Poutine, avec lequel vous siégez avec des amis, c'était Barack Obama qui était président des États-Unis, ce n'était pas M. Trump. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, c'était Joe Biden qui était président des États-Unis. Mais Joe Biden a donné des crédits très forts à l'Ukraine. Parmi les 4 ans parmi lesquels Donald Trump a été le président des États-Unis, c'est les seules 4 années depuis 40 ans où les États-Unis n'ont déclaré aucune guerre. Donc quand on est un homme de paix, comme vous, je l'espère, comme je le suis, manifestement, on devrait préférer Donald Trump. Mais quand vous préférez politiser ce sujet pour défendre... Mais c'est un sujet éminemment politique, Madame Knafo. L'Ukraine est un sujet éminemment politique. C'est ce que je vous réponds. Donc on caricature le camp de la droite aux États-Unis alors que c'est à chaque fois avec la gauche que l'Ukraine a vu son intégrité territoriale mise à mal. Est-ce que vous défendez l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Absolument. Et c'est ce que mon parti n'a cessé de répéter. Est-ce que vous pensez que Poutine va l'accepter? Mais alors, monsieur, je ne suis pas dans la tête de Poutine. Moi, je suis une Française. J'ai envie de vous poser une question un peu impertinente, puisque finalement, on a dû, pendant les années Trump, que vous avez bien rappelé, réfléchir à notre autonomie stratégique européenne. Et puis, pendant les 5 ans de Biden, on s'est un peu endormi finalement, en chemin, sur notre indépendance vis-à-vis des États-Unis, parce que c'était moins criant. Est-ce que paradoxalement, on n'a pas intérêt à avoir Trump pour se réveiller
réveiller notre appétit de souveraineté européenne sur la défense? Je peux répondre? Ah ben, allez-y. Alors, d'abord, M. Moreno Sanchez et après, Mme Knefo. La défense, c'est, comme on dit en français, une asignatura pendiente. C'est quelque chose, un examen qu'on n'a jamais réussi à passer. Je vous rappelle que c'est la France qui a proposé en 1954 la Communauté européenne de la défense. C'est l'Assemblée nationale française qui l'a tué. Et c'est vrai qu'il faut une politique de défense commune. Ça, c'est clair et je pense qu'on en a pris conscience au niveau de l'Union européenne. Alors c'est clair qu'on va travailler là-dessus. D'ailleurs, il y a des investissements et le rapport Draghi en parle. On va investir dans la... Mais il ne faut pas oublier que le partenaire essentiel, autant dans les guerres physiques qu'on a, parce que je vous rappelle qu'on a l'Ukraine, mais aussi le Proche-Orient, que dans les guerres commerciales avec la Chine, les États-Unis sont un partenaire essentiel de l'Europe et qu'on doit continuer la coopération avec eux. Sarah Knafou, est-ce que Donald Trump peut être un aiguillon pour les Européens pour construire cette autonomie militaire européenne? Alors, je trouve Parce qu'il est très isolationniste. Je trouve que la manière dont vous avez formulé la question est excellente, madame, si je puis me permettre. Je trouve que, en effet, l'isolationnisme des États-Unis, si jamais Donald Trump gagnait, nous mettrait face à nos responsabilités. L'isolationnisme assumé. Pourquoi je dis assumé? Parce que les démocrates, eux aussi, ont une politique America First, comme dit Donald Trump. En réalité, Kamala Harris défendrait la même chose. Les États-Unis ont toujours été très égoïstes, on ne va pas refaire des cours d'histoire. Ils ont toujours défendu l'Amérique d'abord. Oui, mais là ils ont viré beaucoup d'argent pour l'Ukraine. Ça ne me gêne pas en tant que patriote française et en tant que souverainiste, parce que moi aussi, je dis la France d'abord. Donc ça ne me gêne pas qu'ils réfléchissent d'abord à leur nation et à leur peuple. Je trouve qu'on devrait davantage prendre exemple, d'ailleurs, à ce sujet. Mais pourquoi est-ce que l'isolationnisme assumé nous mettrait enfin devant nos responsabilités et serait une perspective, à mon avis, bonne pour la France? D'abord parce que nous, la France, on a un avantage militaire incomparable sur le reste du continent. On a l'arme atomique, on a la meilleure armée du continent et c'est pas être chauvine que de dire ça. Je pense que nos amis espagnols seraient d'accord pour nous accorder ce compliment, y compris nos amis allemands. Donc ça nous permettrait de prendre le leadership sur la défense européenne et d'arrêter de se penser en permanence protégé par le parapluie américain, de croire que notre défense peut se décider à Washington au lieu de se décider à Paris. Mais M. Moreno Sanchez veut qu'on développe une défense européenne. Ça, c'est pas français dont il parle, c'est européenne. Je réponds sur ce sujet qui était le dernier. Moi, je suis toujours très frappée d'entendre souvent des gens de gauche nous parler de défense européenne quand ils ne sont jamais pour défendre la défense nationale. De la même manière, ce sont très souvent des gens de gauche qui nous défendent les frontières européennes, qui ne veulent jamais protéger leurs frontières nationales. Moi, je suis cohérente. Je dis, commençons d'abord par défendre nos armées nationales. Je pense que l'Espagne a une défense nationale aussi, non? Vous avez une défense avec un très fort désinvestissement dans votre défense. On a une défense nationale, on a l'économie d'Europe qui est en pleine croissance. Félicitations. Donc, avec un désinvestissement, et je ne vous accuse pas, nous aussi, on a désinvesti dans notre défense et à mon avis, on l'a fait à tort. Avec Reconquête, on veut augmenter le budget de la défense. Sur le terme isolationniste. C'est vrai que est-ce que vous pensez vraiment que face aux défis comme le changement climatique, comme les flux migratoires et tout, si chacun s'isole, on peut avancer dans des défis mondiaux? Alors je vais aussi vous poser une question. Javier Moreno Sanchez, justement, Sarah Knafo parlait d'isolationnisme américain. Quand on parle de politique commerciale et finalement quand on regarde ce qu'a fait Joe Biden, eh bien, il a fait ce grand plan d'investissement public pour l'industrie américaine, l'Inflation Reduction Act, avec beaucoup de subventions finalement peut-être contraires aux règles d'équité du commerce mondial. Est-ce que c'est un véritable droits de douane fantastiques. Est-ce que c'est un véritable ami au niveau économique, Joe Biden et son administration avec Kamala Harris? Vous qui aviez dit bravo Joe Biden, vive Monsieur Biden. Non, vive M. Biden, en tout cas par rapport à M. Trump, ça c'est clair. Parce que je vous rappelle simplement que Trump, les tarifs qu'il avait mis, les droits de douane sur l'acier et le... Et Biden, c'est mieux? Non, ça a été gelé. Ça a été gelé et on est en train de négocier pour le garder jusqu'à l'année prochaine, d'accord? Donc ça a été gelé. Et sur les produits espagnols, c'est Trump qui avait mis les tarifs sur les produits espagnols. Donc je pense qu'avec Biden, c'est quand même beaucoup mieux. Là, on a des intérêts communs qui sont la guerre commerciale avec la Chine. Ça, c'est évident. Donc, on a plutôt intérêt à s'unir parce que je veux juste rappeler que 62% des exportations des États-Unis vers l'Europe et inversement, c'est 61 et quelques, c'est l'Union européenne. Donc, on est des partenaires commerciaux assurément essentiels. Donc, il faut continuer dans cette voie. Je ne suis pas sûr que si M. Trump gagne, ce qu'il ne va pas faire. Il a promis en tout cas une flambée des droits de douane. On va pas aller en arrière.
Et on ne comprend pas bien parce que nous, on est censé être ses amis et ses alliés. On a des politiques de guerre commerciale, en quelque sorte, déclenchées par Donald Trump, des taxes sur l'acier, l'aluminium, etc., on le rappelait. Est-ce que c'est vraiment bon pour nous, en fait, sa victoire? Alors même déjà, économiquement. il faut avoir une optique de réel politique. Ne pas se dire qu'il y a des amis dans les relations internationales et que par conséquent, on va tout passer, on ne va pas défendre nos nations. Je pense que l'Union européenne doit prendre conscience de sa force. Là, on sera d'accord. On est le plus grand marché du monde. C'est-à-dire que si quelqu'un veut nous mener une guerre commerciale, on a les moyens d'y répondre. Vous serez d'accord avec moi, je pense, sur ce point. On a les moyens de riposter. Peut-être qu'il va falloir grandir, devenir adulte et se dire qu'on ne doit pas toujours être l'idiot du village global, c'est-à-dire celui qui accepte de toujours baisser ses droits de douane et de ne jamais voir en retour les autres puissances accepter, notamment les clauses miroirs. On en a beaucoup parlé sur le sujet agricole. Donc vous souhaitez Trump et une guerre commerciale avec les États-Unis? Si vous voulez. Ce que je vous dis, c'est que le fait que les États-Unis nuisent à nos intérêts, ça ne date pas de Donald Trump. La loi sur l'extraterritorialité du droit américain, notamment sur les sujets de corruption, ça date de 2002. Le fait que Pierucci, alors en France c'est un sujet important, monsieur Pierucci qui était un cadre de chez Alstom, il a été arrêté et mis en prison aux États-Unis. C'était sous Barack Obama. Donc le fait de devoir arrêter avec cette naïveté vis-à-vis des États-Unis, ça ne va pas dater ni de l'élection de Donald Trump peut-être le mois prochain, ni du mandat qu'il a fait. Ça existe de tout temps avec les démocrates, ça existe depuis des années. Donc s'il peut nous permettre... À l'OMC, on n'était pas en tel désaccord avec les démocrates, on n'a eu aucune procédure. Mais parce qu'on est naïf, il n'y a aucune procédure, mais ce n'est pas une raison. C'est comme quand la France dit qu'elle n'est jamais mise en minorité au Conseil, mais c'est parce qu'elle défend mal ses propres intérêts qu'elle n'est pas mise en minorité. Alors pour terminer, juste une dernière question politique. Pour terminer, le Premier ministre de la Hongrie, Viktor Orban, a déclaré qu'il sabrerait le champagne si jamais Donald Trump gagnait. Javier Moreno-Sánchez, est-ce qu'une victoire du milliardaire américain, ça favoriserait justement ces mouvements de droite radicale en Europe? On est face au même danger aux États-Unis qu'en Europe, la montée du populisme d'extrême droite. Et voilà, donc Orban en est la représentation parfaite. Ça aurait un impact, une victoire de Donald Trump sur cette montée? Bien sûr, ça va donner des ailes, comme ça va donner à l'époque à Bolsonaro, à Milei en Argentine. Donc c'est clair que le problème des États-Unis, c'est que le résultat des élections va au-delà des frontières et on subit les conséquences. On ne peut pas voter, mais on en subit les conséquences. Donc c'est clair que ça va donner des ailes à l'extrême droite. C'est peut-être, vous confirmez, ça n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle d'ailleurs pour vous que le résultat alors, en fait, ce que monsieur vous sentez un allié en Donald Trump? Ce que monsieur juge dangereux, ce sont les peuples occidentaux. Les peuples occidentaux qui se réveillent. Je suis en train de répondre. Les peuples occidentaux qui se réveillent, moi, ça me donne de l'espoir. C'est-à-dire que quand je vois que tous les peuples, on va dire du monde judéo-chrétien, prennent conscience de la nécessité de défendre leur nation, leur identité, leur culture, de lutter contre l'immigration qui a complètement changé la face de leur pays. Moi, je n'appelle pas ça la lèpre, j'appelle pas ça le populisme, j'appelle pas ça l'extrême droite. Est-ce que je peux donner une dernière phrase ? Un monde qui a pris conscience qu'il devait se défendre. Est-ce que je peux donner une dernière phrase ? Je serais d'accord avec une seule phrase que monsieur a dite, c'est que ça, le résultat. Donc vous allez sabrer le champagne avec Viktor Orban ? Je ne parle pas en ces termes. Si vous voulez, moi, je suis française, je me satisfais de ce qui se passe en France. Mais là où monsieur a raison, c'est que ce serait un symbole intéressant. Pourquoi ? Parce que si Donald Trump gagnait demain, en deux phrases, ça signifierait, un, qu'on n'est jamais mort en politique. On l'a enterré en 2020, monsieur l'avait enterré, ça signifierait ça. Deuxième chose et dernière chose, ça signifierait aussi que la droite peut gagner, y compris face à tout un système médiatique hostile, et qu'elle peut l'emporter en restant ferme et droite sur ses convictions. Une dernière phrase. Rapidement. Très rapidement, parce que vous avez parlé d'immigration. Je suis fils de migrant. Et Pedro Sánchez, l'autre jour, à l'Assemblée nationale espagnole, a dit « Les Espagnols, on est enfants de la migration ». On ne sera pas les parents de la xénophobie. Réfléchissez sur ça. Merci beaucoup. On fera un autre débat sur ce sujet de la migration très bientôt entre vous deux. Merci à vous d'avoir participé à celui-ci. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.